magnifiques locaux. Je pense que ça nous donnera des idées pour de futures assemblées générales. Et donc, on va démarrer par le début de l'ordre du jour, qui est un ordre du jour assez, on va dire, statutaire, et qui a vocation à préparer l'année 2022. Donc, le premier point concerne les retraits, les admissions, donc avec des votes à l'unanimité. Et donc, sollicite son retrait le membre délibératif du collège B, ville, maison de santé pluridisciplinaire de Croisy-sur-Andelle. Donc, vote à l'unanimité. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite qu'on procède à bulletin secret? Non. Donc, je vous propose de procéder à main levée. Qui est contre? Abstention. Donc, le retrait est validé à l'unanimité. Concernant les adhésions, donc, comme membre délibératif au titre du collège C, établissements sociaux et médico-sociaux, donc l'association médico-éducative rouennaise AMER, l'API du Bocage virois et de la Suisse normande, l'association La Pommeraye, Jean Vanier, l'EHPAD Niscan, l'EHPAD Les Iliades, l'EHPAD Les Pâquerettes. Qu'en a-t-il sur l'autre page? Non. Non. Voilà, donc pareil, vote à main levée. Qui est contre? Abstention. Ils adhèrent avec un avis à l'unanimité. Merci. Toujours au niveau des adhésions, donc comme membre consultatif, donc NEXEM, association, donc une organisation professionnelle d'employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. Qui est contre? Abstention? Il n'y en a pas. Donc, c'est bien unanimité. Et donc, sollicite l'adhésion au groupement comme membre partenaire associé, Neoma Business School. Pareil, qui est contre? Abstention? Très bien, merci beaucoup. Troisième point, donc l'approbation de l'avenant 8 à la convention constitutive, qui est la traduction de ce que nous venons de voter, à savoir les retraits et les adhésions. Et donc, vous avez la répartition le nombre d'établissements par type de collège, les apports en capital, les pourcentages de voix par collège, les montants de l'apport en capital par membre du collège et les droits sociaux par membre du collège. Est-ce que vous avez des remarques sur cette proposition d'avenant? Non? Est-ce que vous avez des questions? Donc 94 établissements, je vois le regard sceptique ou soucieux ou interrogatif de certains nombres d'entre vous. Donc 94 établissements de santé, il reste avec une pondération de 30%, peu importe le nombre d'établissements sanitaires qu'il y a, donc c'est la même chose pour les autres collèges. Donc le montant de l'apport en capital par collège reste de 1 500 €. Donc quand il y a des établissements qui rentrent, on recalcule la part de chacun. Et donc, ce qui nous fait voilà, c'est la colonne d'après, donc 15,96 € par établissement sanitaire, avec, puisqu'il y a 94 membres, des droits sociaux par membre du collège à hauteur de 0,32%. Donc, à chaque fois que le nombre d'établissements dans une catégorie augmente ou diminue, les deux dernières colonnes bougent légèrement à j'imagine, quelques centimes près. Et le mécanisme qu'on avait mis en place, hein, parce qu'effectivement, on ne s'embête pas à chaque fin d'année à rembourser les centimes ou autres. Donc, vous êtes rentré avec un capital donné. À chaque fin d'année, si vous voulez récupérer les centimes, vous pouvez nous les demander. Mais sinon, on considère qu'on est potentiellement en dette par rapport à vous. Et c'est le jour où, qui j'espère n'arrivera jamais, vous aurez envie de partir, qu'on vous rembourse le capital avec les dettes et tout, quoi. Ça coûtera plus cher de vous envoyer le chèque de quelques centimes que... Bon, enfin bref. Donc, est-ce qu'il y a d'autres incompréhensions? D'autres remarques? Non. Donc, pareil, je vous propose un vote à main levée. Donc, qui est contre? Abstention? Très bien. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Juste le petit détail, mais par rapport à l'avenant qu'on vous a envoyé, il y avait des choses en rouge qu'on n'avait pas encore la date de publication de l'avenant 7. Dans la dernière version, vous l'aurez, puisque ça a été publié il y a quelques jours, là, l'agence l'a publié, on a
recueille des actes administratifs. Donc on n'a pas de souci avec ces lignes rouges qui ne sont plus rouges, du coup. Merci de cette précision. Point 4, donc les élections des membres du comité exécutif. Donc vous avez la composition du comité exécutif qui est toujours la même depuis plusieurs années avec un vote par collège. Donc on a un vote par collège à majorité simple. Et donc nous avons toujours des sièges vacants au comité exécutif. Donc pour rappel, le collège A, établissement sanitaire, 5 postes. Donc vous avez 4 candidats qui ont été élus, donc il y a un poste vacant. Nous n'avons pas reçu de candidature. Y a-t-il des candidats? Info, hein, c'est le poste. C'était Guillaume Laurent qui était titulaire de ce poste-là. Et comme Le Mans ne fait pas encore partie de la Normandie, du coup, voilà pourquoi il y a un poste vacant. Un candidat. Très bien. Est-ce que tout le monde a entendu? Oui, bon, parfait. Donc, y a-t-il, pareil, je vous propose de voter à main levée. Y a-t-il des oppositions à cette candidature? Y a-t-il des abstentions? Non. Eh bien, bravo. Vous êtes élu à l'unanimité au comité exécutif. Ce que je vous propose, c'est, pour être sûr qu'après je ne fasse pas d'impair dans l'orthographe et les adresses mail ou autres, c'est qu'on se prenne un petit moment et que je note tout ça. Merci. Le collège B, 5 postes aussi, 4 candidats élus qui siègent, et donc il reste aussi un poste vacant dans le collège des professionnels de santé libéraux. Y a-t-il des candidats, sachant que nous n'avons pas reçu de candidature? Pas de candidats? Bon. On reproposera ce point à la prochaine assemblée générale. Bon, on a tout fait dans le... OK. Donc le collège A est entièrement pourvu et le collège B, il reste un poste vacant. Point 5, donc point sur les recrutements. Donc je vais céder la parole à Olivier. Vous allez voir que le GCS prend une certaine ampleur et une forte expansion. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu abordé ce matin, mais l'idée effectivement, c'est de vous présenter la nouvelle organisation et puis vous sachiez effectivement à qui vous allez pouvoir vous adresser. Donc le rappel, voilà, on est effectivement les 2 GCS historiques, ex-Haut-Normand et ex-Bas-Normand, ont été constitués en 2009. Donc à l'époque, on avait un certain nombre effectivement de sujets, de projets. Voilà, on a commencé à quelques salariés, que ce soit en haute et en basse. Et on était stabilisé, on va dire, autour d'une dizaine ou d'une vingtaine quand on a fusionné. Et puis depuis, après échappé, qu'il s'est passé pas mal de choses, et en particulier depuis 2 ans. Donc ce sera en gros aussi les sujets qu'on abordera cet après-midi, et qui fait que fin 2019, on était 30 salariés, fin 2020, on était 39. En début d'année, on était 53. Fin 2021, enfin, même 1er décembre 2021, on sera 62. Et puis vous verrez tout à l'heure sur le tableau des effectifs le fait que à l'arrivée, on a encore quelques recrutements en cours et que l'année prochaine, on va tendre vers 80. Alors si on prend même le budget prévisionnel, si tout se passe exactement comme prévu, mais le propre d'un prévisionnel, c'est de rester prévisionnel, on pourrait même atteindre quasiment 90 l'année prochaine. Donc le problème de tout ça, c'est que ça fait beaucoup en recrutement, ça fait beaucoup en digestion, hein, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il a fallu qu'on se réorganise, nous, alors à la fois pour accueillir les nouveaux, et puis les faire monter en compétences sur nos sujets. Et tout ça, c'est lié principalement, donc, ce qu'on va parler cet après-midi, c'est-à-dire le programme e-parcours avec la partie aussi de structurante d'échange et partage, et puis tout le volet du Ségur numérique sur lequel National nous attend et nous attend beaucoup de nous, et puis attend beaucoup de vous aussi. Et donc l'objectif de toutes ces ressources, c'est pouvoir mettre ça en musique et puis de se réorganiser. Parce qu'effectivement,
partir du moment où on était, la façon dont on fonctionnait à 30, c'est pas possible de fonctionner à 60, 80, 90 de la même façon. Et donc, on a complètement revu, on va dire, l'organisation en termes de pôles, avec du coup des pôles qu'on a voulu un peu plus transverses, mais l'objectif surtout, c'était de pouvoir un peu nous industrialiser nos façons de faire, et sans que ce soit un gros mot, quoi. Et donc, la présentation que je fais assez régulièrement, et je vais la faire là, mais assez rapidement, c'est de se dire, on s'est posé la question de, dans la vraie vie, comment ça se passe, comment ça va se passer, et comment on va pouvoir répondre au mieux. Et donc, on est parti du principe que de temps en temps, il y avait dans le fin fond d'un bureau ou d'un fin fond d'un pôle de santé, un professionnel de santé qui avait une idée pertinente et qu'il y avait besoin de l'accompagner. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le pôle de Karine, le pôle conception et développement des projets qui se met on va dire en œuvre, et dont l'objectif, c'est d'accompagner le professionnel voilà, de l'idée en passant par structurer son projet organisationnel, médical, la définition des besoins, de voir s'il y a besoin de passer un nouveau marché, par exemple, pour compléter notre palette d'outils, puisque on ne peut pas forcément toujours tout répondre, ou si on peut le mettre en musique avec les outils existants. Et donc ce pôle, il intervient de là jusqu'au pilote, premier pilote inclus. Et c'est au niveau de ce pilote-là qu'intervient donc le pôle de Marjolaine, qui est relations publiques et expérience utilisateur. Dans ce pôle-là, c'est un peu atypique, en tout cas jusqu'ici chez nous, ça regroupe à la fois le support en termes de hotline, la communication, promotion et la partie formation, en particulier avec l'outil d'e-learning. L'idée, c'est quoi? C'est au sein de ce pôle de pouvoir, justement sur ce pilote, récupérer, on va dire, se nourrir de toutes les informations qu'il faut pour structurer la suite de la démarche. Structurer en termes on va dire, de réponses, de fiches un peu réflexes ou de réponses pour le support utilisateur. Et puis le support utilisateur lui-même nourrisse, on va dire, tout ça par rapport au retour qui peut être fait. Structurer des supports pour la formation, que ce soit sur du e-learning ou que ce soit sur des supports papier ou des formations sur le terrain. Et puis, tout ce qui est lié en termes de plaquettes ou autres pour faire de la communication ou de la promotion en interne et en externe. Et amener les outils pour le pôle d'après, qui est le pôle du coup de Claudia, qui est l'animation territoriale et le déploiement des usages. Et donc, ce pôle-là, l'idée, c'est de pouvoir déployer, on va dire, à grande échelle. Et donc, d'avoir bénéficié et du retour d'expérience du pilote et de tous les outils qui ont été mis en place pour pouvoir déployer sur l'ensemble du territoire ces projets et services. Donc, dans ce pôle-là, on va dire, 3 types de profils. Le premier profil, c'est des chefs de projet, une équipe transverse avec des chefs de projet. Alors, pourquoi des chefs de projet dans ce pôle-là, alors qu'on disait que les projets, c'était le pôle de Karine? C'est que là, on est sur des projets que je vais appeler institutionnels, c'est-à-dire un projet où on n'est pas amené à définir, on va dire, le besoin, le cahier des charges, l'outil, et d'être plutôt en relais d'un outil comme le DMP, la messagerie sécurisée, le national, donc des projets institutionnels, et d'être là pour faire le lien entre le national, les équipes, et puis vous sur le terrain. Et sinon, après, 2 autres types de profils, donc des chargés de mission, dont l'objet est d'être en relation directe avec les établissements, donc qu'ils soient sociaux, sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Et donc ces profils-là, globalement, vous allez tous savoir, j'en parlais un petit peu ce matin, un responsable de compte, un peu si on se mettait du côté prestataire plus classique. Et l'objectif, c'est vraiment pour eux d'être à votre service. C'est-à-dire que on sait bien qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui descendent et plein de choses qu'il y a à faire, etc. Que de temps en temps, c'est pas forcément super clair pour tout le monde parce que c'est très 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 dense et puis que vous avez un peu votre quotidien quand même. Et donc ces interlocuteurs-là, ils n'auront pas forcément la réponse à tout, mais ils sauront en interne du GCS, puisqu'effectivement, vu,
aussi en termes d'effectifs, ils sauront aller chercher les bonnes réponses ou les ressources pour venir vous accompagner. Donc ça, on est sur les chargés de mission par rapport, on va dire, aux établissements. Et puis on a le pendant côté plutôt ville et structure de coordination et faire le lien sur le lien entre la ville et l'hôpital avec des chargés d'animation territoriale et deux référentes ex-haute, ex-basse pour chapeauter. Et là, l'objectif, c'est à peu près la même chose, mais plus vers la ville et vers les libéraux. Et donc le message que je veux passer, on sait bien qu'au bout du compte, j'ai souvent dit, j'ai un beau métier, je fais rien. Je choisis des prestataires qui sont censés faire, c'est là qu'on a des problèmes, et puis j'essaye de vous embarquer dans la démarche pour poursuivre. Et vous embarquer, c'est pas, en tout cas de notre ADN de GCS, c'est pas être directif, descendant, Yaka Faucon, faut qu'on y aille ensemble, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Et ces ressources-là, elles sont là pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on va certainement être des objectifs descendants du national vont retomber sur l'agence, retomber sur vous, retomber sur nous le grade, vont retomber sur les éditeurs, etc. L'idée, c'est d'essayer d'être co-constructif et de vous accompagner dans tout ça, parce qu'on sait très bien que les ressources dans les établissements ne sont pas extensibles, que vous êtes déjà tous sous l'eau, et voire même des fois plus que sous l'eau, et donc qu'à un moment donné, les moyens que l'on se donne, et quand je dis on, collectif, hein, national, régional, soit aussi là pour faciliter tout ça et atteindre les objectifs qui nous sont tous fixés. Donc ça, c'est pour effectivement le pôle du coup, déploiement des usages. Et puis après, on a les pôles, je dirais, un peu plus historique, classique, avec un pôle d'appui pour toute la partie suivi des commandes, des facturations, des payes, des formations internes, parce qu'effectivement, plus on grossit, plus il y a de choses. Voilà, donc ça, c'est le pôle d'Isabelle au niveau du pôle d'appui. Un pôle au niveau ingénierie et infrastructure pour à la fois notre infrastructure qui porte l'ensemble de ces services-là avec la démarche actuelle, par exemple, d'hébergement de données de santé, et puis un pôle un peu plus particulier avec la coordination des activités régionales de télémédecine, où là, on est sur des profils plus infirmiers qui sont là pour coordonner un certain nombre d'activités autour des anticoagulants, du suivi des plaies, de l'insuffisance cardiaque, et puis d'autres. Et puis le pôle d'expertise, où là, on retrouve des profils qui, globalement, soit peuvent être en appui, vous, voilà, ça fait partie des profils qui pourraient être on va dire, sortie de la structure pour vous accompagner sur des sujets bien particuliers, ou en interne aussi amener cette expertise avec du coup des médecins référents, toute la partie identito-vigilance, on parlait beaucoup cet après-midi, mais donc du coup la cellule régionale, donc Normandie Identito-Vigilance, est positionnée dans ce pôle. Notre responsable sécurité et système d'information qui vient de nous rejoindre et que vous aurez l'occasion d'écouter cet après-midi, c'est un peu son bizutage et le baptême du feu, parce qu'il est arrivé physiquement en Normandie il n'y a même pas une semaine, et voilà, on le met au front directement. Donc voilà comment on s'est organisé, réorganisé, et surtout, voilà, le message, c'est n'hésitez pas, vous allez avoir des référents, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous dire quand ça ne fonctionne pas, parce qu'entre ce qu'on a posé sur le papier et puis la vraie vie, il y aura certainement un delta. Et que le but du jeu, c'est qu'on essaye de s'améliorer. Et l'exemple type, c'est le support, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, on s'est restructuré, il y a eu des nouveaux recrutements au niveau du support, on s'outille avec un CRM, etc. Parce que le problème, effectivement, c'est que quand on est autant, de temps en temps, la réponse, elle n'a pas toujours été super pertinente non plus, qu'on a pu vous donner des fois au support ou dans les équipes. Donc surtout, n'hésitez pas, voilà, si ça nous remonte, le but du jeu, on ne va pas les taper sur les doigts de celui qui n'a pas donné la bonne réponse, mais ça veut dire que si cette personne-là n'a pas eu les éléments pour vous donner la bonne réponse, c'est nous qui n'avons pas été bons dans la façon dont on lui donne les billes, quoi, et qu'on puisse ajuster tout ça. Voilà le message qu'on voulait passer sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des propositions sur cette organisation? On enchaîne ? On enchaîne. Donc le point 6, donc le portefeuille prévisionnel de services 2022.
Donc avec en gras les nouveaux services. Sur la diapo d'après. C'est la diapo d'après. Donc vous voyez, on ne va pas tous les reciter, mais il y a les services existants. Et donc on ajoute l'archivage et le service du PAX, et puis l'espace numérique d'échange et de partage avec le serveur d'identité, le point d'accès usager, les agendas partagés et services de e-rendez-vous, le partage documentaire et services e-documents, le chat sécurisé et les e-admissions. Puis on rajoute la dimension handicap au niveau de trajectoire. En mode service, c'est-à-dire qu'on était aujourd'hui en mode projet. Voilà. Donc, à un moment donné, le principe d'un projet, c'est d'avoir une date de début, une date de fin, et qu'à un moment donné, ça devient un service. Donc, on sait qu'il reste encore quand même certaines tâches à terminer. Mais je pense qu'il est important aussi de se dire à un moment donné, voilà, on est censé avoir fait ce qu'il y avait à faire. On est après dans la routine, le quotidien. Ça n'empêche pas que ça demande du temps, mais on n'est plus en mode projet avec des ressources, on va dire, dédiées à ça. C'est des ressources plus globales autour du maintien en condition opérationnelle de nos services. Est-ce que vous avez des questions sur ce portefeuille service? Pas de questions? Donc, qui est contre? Abstention? Il est approuvé. Ah, oui, une abstention. Ah, tiens. Vous pouvez il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait, D'accord. C'est une abstention positive. Constructive, on va Constructive. Ok. Alors, ce qui n'est pas évident, hein, et je le sais, l'exercice, c'est dans le statut, il faut qu'on fasse cet exercice-là, et c'est souvent une liste à l'après-vert. Hein. Donc, effectivement, être opposé, ou c'est toujours. Après, on peut être opposé à une. Enfin, je pense que c'est difficile d'être opposé à un service. Par contre, à un moment donné, ça peut être opposé sur la façon dont il a été déployé et s'il répond à ce qui était prévu au début, par contre. Les projets, ensuite. Donc là, alors il y a deux couleurs. Il y a ce qui est en gras aussi, c'est nouveau, et en orange, ce qui est ou ce qui pourrait potentiellement faire l'objet d'une demande FEDER, puisque dans l'instruction après des dossiers FEDER, ça ne peut pas venir juste de la tête biscornue du directeur et que ça a été du coup validé par les instances. Donc je précise bien, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un dossier FEDER ou qu'il y aura forcément un dossier FEDER, ou que s'il y a une demande, elle sera acceptée. Ça veut dire qu'en tout cas, on y songe et qu'on a besoin de cette traçabilité-là si par bonheur, ça devait aller au bout et il n'y a pas de message subliminal pour les gens de la région qui sont dans la salle. Là. Des remarques, des questions? Bon. Donc, notez que dans les nouveaux en tant que tels, il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont entamées et puis que tout ce qui est autour de e-parcours et du Ségur, etc., vont nous occuper quand même un certain temps, voire un temps certain. Le seul qu'on a souhaité mettre, on va dire, à côté de la certification HDS, c'est un projet auquel on est associé avec le conseil régional et où globalement on est un peu la tête de pont, on va dire, du côté santé et votre interlocuteur. Donc c'est pas nous qui décidons ou mais on se veut être le relais et animer les réflexions et le groupe de travail autour de ça sur un second centre de données régional qui est en cours et qui potentiellement demain va pouvoir servir toute la communauté, seulement santé, mais aussi santé. Je crois que ça va être le seul que j'ai mis en nouveau parce que les autres, c'est des choses qui sont déjà initiées. Une remarque. Peut-être vous présenter, s'il vous plaît. Il y a le micro qui arrive et vous dites qui vous êtes et puis posez votre question. Oui, Jean-Paul Desines, je suis pour le Conseil de l'Ordre des médecins du Calvados. Je suis médecin à Honfleur et je suis chargé de la PDS au niveau Calvados. Non, c'est sur ta diapo précédente, e-santé au service des secours d'urgence. Ça va consister en quoi? Alors là, on est sur un projet qui initialement a été porté par le CHU de Caen, qui du coup a été on va dire repositionné au niveau régional, qui devait faire l'objet, qui avait fait l'objet d'une demande FEDER,
mais où on va dire le planning entre les contraintes de marché, d'exécution et le programme FEDER ne le rendait pas compatible, ou en tout cas pas sécurisé pour pouvoir s'engager là-dessus, et qui du coup est plutôt positionné sur la prochaine vague du dossier FEDER. Donc ça, c'est pourquoi il est là. Ce qu'il y a dedans, c'est principalement, on va dire, tout le lien entre, on va dire, l'apport du numérique dans les échanges, le partage et la prise en charge entre les pompiers, le SAMU, les SMUR, les ambulanciers, les services d'urgence. C'est vraiment tout ce flux en fait d'informations. Et on essaye aussi, on a beaucoup d'échanges actuellement avec le national, et en particulier avec l'ANS, pour pouvoir peut-être aussi contribuer à enrichir le cadre d'interopérabilité sur ce périmètre-là, parce que c'est vrai qu'en Normandie, on a quand même on va dire une appétence et une marque de fabrique autour de l'aide médicale urgente et du système d'information SAMU, qui fait que je pense que ça peut être assez pertinent. Voilà, donc c'est tout ça qui est dedans, sachant que pour bien marquer le fait que c'était bien un projet identifié et priorisé par l'agence, même si on a dit que le dossier FEDER, on ne le porterait que sur la vague d'après. Le financement initialement prévu sur l'ancien FEDER, on va dire, de l'agence, a été attribué dans le cadre de notre dotation globale, hein, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas a bien été identifié aussi pour marquer que voilà, ce n'était pas un abandon du projet du tout, mais bien au contraire, c'était lui donner potentiellement une autre dimension. Merci. D'autres questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Adopté à l'unanimité. Le tableau des effectifs. Voilà. Donc, aujourd'hui, au 1er décembre, hein, voilà le tableau des 62 collaborateurs. Alors, collaborateurs salariés ou mis à disposition, hein, puisqu'on a quelques mises à disposition au sein de la structure, et c'est un peu l'essence même d'ailleurs d'un GCS. Donc voilà, ça correspond globalement au tableau, l'organigramme qu'on vous a présenté tout à l'heure. Dans les recrutements en cours et sur des financements alloués, aujourd'hui, on a 6 recrutements qui sont en cours, avec je vais faire le focus sur le référent de communication, où l'objectif c'est d'être spécifique en tout cas centré sur toutes les problématiques liées au Ségur, dont on va vous a déjà parlé, qu'on va vous parler, reparler, et d'être surtout en capacité d'avoir quelque chose de cohérent en termes de communication, de promotion avec l'agence, parce qu'à un moment donné, sur ce genre de sujet-là, c'est pas concevable qu'on puisse communiquer autrement qu'avec l'agence. Et donc l'objectif de ce poste-là, c'est de faire le lien, la coordination autour de tous ces sujets-là qui vont quand même être plus qu'impactants l'année prochaine. D'autres recrutements qui sont prévus, quand je dis sous réserve de recrutement, on est sur de financement. Alors on est traditionnellement sur des demandes de financement qui sont initiées en termes de FIR ou de perspectives qu'on peut avoir. Mais enfin bon, c'est quand même le FIR qui représente le 80 ou 90% des financements, et où on a des échanges et des arbitrages et des instructions au fil de l'eau sur l'année 2022, donc de 2022, ce sera du coup. Et donc, c'est là où il y a ces 5 recrutements prévus, et puis certains qu'on a identifiés aussi sous réserve de financement Ségur. Donc, alors, sous réserve de financement Ségur, c'est à la fois effectivement d'être certain que les financements liés ce qui est appelé le renfort RH au niveau du Ségur seront bien alloués. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, pour faire le lien avec l'organisation que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est qu'à part les recrutements là, qui sont en cours, là on va faire une petite pause quand même, on va dire premier trimestre l'année prochaine jusqu'au mois de mars, pour pouvoir
voir si ce qu'on a posé en termes d'organisation est pertinent ou pas, et puis pour pouvoir identifier si ce qu'on a imaginé par la suite en termes de recrutement dans le cadre de ce financement a du sens aussi. Parce que le but du jeu, c'est pas de recruter des gens, puis de se rendre compte après qu'en définitive, ce qu'on avait imaginé n'était peut-être pas si génial que ça, et qu'il faut peut-être qu'on réajuste tout ça. Voilà. Donc le sous réserve financement Ségur, c'est et financement, et puis à l'épreuve on va dire, des résultats et des méthodos et des échanges qu'on pourra avoir autour de tout ça. Voilà. Ce qui fait que si on fait la somme de tout ça, ça reste du budget prévisionnel, hein, donc propre, je dis toujours du prévisionnel, c'est d'être prévisionnel. Effectivement, on pourrait tendre quasiment jusqu'à 90 personnes avec, vous imaginez bien, des impacts sur pas mal de choses, parce qu'entre autres, on n'a pas l'intention de déménager. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en termes d'organisation et de flexibilité de pas mal de choses, ça nous oblige à être particulièrement imaginatif. Merci Olivier. Suivant. Question ? Oui. Ouais. Ouais. Ah bon. Donc, c'est très bizarre. Donc, dans quelle mesure cette organisation est pérenne? Est-ce qu'il y a une prévision au-delà de quelle est la durée des CDD? J'adore ta question. Voilà. Bah, voilà. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, clairement, c'est quand même une de nos problématiques, un de nos enjeux. On a beaucoup discuté avec Martin sur ces sujets-là au moment. Voilà, aujourd'hui, le national met effectivement des financements, des moyens importants. Le problème, c'est qu'on a deux gros programmes aujourd'hui, qui est e-parcours et qui est le Ségur. Alors, ils ont réaligné les fins de programme, ce qui est déjà pas mal, parce qu'au début, c'était pas forcément aligné, mais ça veut dire que globalement, on a de la visibilité à date jusqu'à fin 2023. Ça, c'est la première chose. Et donc, le après, on ne sait pas. Alors, on imagine bien que malgré tout, en général, si tout ça fait ses preuves, qu'il va y avoir une certaine forme de pérennisation, mais on se doute que ce sera certainement pas dans ces volumes-là. Ce qui explique aussi qu'on ne veut pas déménager. Parce que voilà, on sait que dans le lot, il va y avoir de la pérennisation, mais pas tous. Je pense que ce sera certainement pas la majorité. Que dans le lot, fort heureusement aussi, naturellement, il va y avoir du turnover parce que voilà, on embauche plutôt des jeunes. Hein. Je me trouve super vieux depuis qu'on recrute par tous les bouts. Et qui fait que, comme en général, on essaye de ne pas se louper sur les recrutements, on embauche plutôt des bons. Et que, à un moment donné, forcément, naturellement, ils vont certainement aller voir ailleurs aussi. Et c'est aussi tout l'objectif de les lancer sur. Donc voilà, donc dans le lot, il va y avoir de la pérennisation, pas tous. Et la problématique qu'on a aussi, clairement, ce qu'on a identifié au niveau du national, hein, c'est qu'on est une structure de droit privé. Et donc un CDD dans une structure de droit privé, c'est 18 mois. Point. Donc il va falloir, et c'est aussi pour ça qu'on étale un peu dans le temps, gérer ces 18 mois, parce que ça veut dire qu'au bout de 18 mois, je n'ai pas le droit de refaire un CDD de 18 mois ou même de 6 mois sur le même motif, le même périmètre ou autre, parce que ça veut dire qu'au début, ça devait être un CDI. Quoi. Donc ouais, je te remercie de la question, parce qu'on s'est déjà bien torturé et c'est pas simple. Donc, voilà. Mais on est parti. Il y a d'autres régions qui ont fait d'autres choix ou autres, mais à un moment donné, je pense que, y compris par rapport aux gens qu'on recrute, c'est bien d'être clair. On va d'entrée, on leur a dit voilà les perspectives qu'on a. On se doute que dans le lot, on va avoir besoin de garder certains d'entre vous, mais on n'a pas fait de promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Et on n'est pas parti non plus à faire du CDI en sachant qu'à un moment donné, il faudrait entamer des procédures pour séparer des gens. Tout à fait. Donc, on a une approche un peu prudente et pragmatique, sans toutefois, effectivement, promettre bons et merveilles à nos nouveaux recrutés. Et effectivement, d'ici fin 2023, on aura le temps justement d'ajuster cette politique, de voir qui est toujours là, qui n'est plus là, voir si les crédits sont pérennes ou pas, ou dans quelle mesure ils sont pérennes, et puis de fiabiliser notre tableau des effectifs le moment venu, tout en évitant aussi, justement, si on avait opté pour une stratégie de CDI, après, ce sont des ruptures conventionnelles, des licenciements pour motifs économiques. Enfin, vous voyez, après, il y a tout un tas d'engagements hors bilan en bon gestionnaire, on devrait comptabiliser et faire supporter par quelqu'un.
quoi qu'il arrive. Donc, cette approche en recrutement d'abord en CDD de 18 mois nous permettra assez facilement d'avoir une stratégie le moment venu pour savoir avec ceux qui sont toujours là et les financements qui sont pérennisés, de pouvoir les passer le moment venu en CDI. Merci pour cette question très judicieuse. Une autre question au fond de la salle. Le micro arrive. Présentez-vous. Docteur Delamare, PSLA Donfleur qui s'exprime. Je voulais juste faire une remarque sur les CDD, effectivement, c'est sur les animations territoriales. Si vous voulez créer un lien de confiance pour que nous revenions et nous ayons une pérennité dans la relation, si déjà que c'est compliqué avec les spécialistes, des choses comme ça qui changent tout le temps, si des animations territoriales changent toutes les 2 ans, ça risque, voilà. Et On en est bien conscient. On sait oui, sur les. J'appuyais juste là où ça fait. Non, mais vous avez mal. totalement raison. Alors, juste effectivement, sur ce type de profil-là, aujourd'hui, on est parti en CDD. On se doute que un certain nombre, on va forcément les pérenniser. On ne sera pas en capacité de tous les pérenniser. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais bon, vous connaissez, alors je vais mettre les guillemets, mais c'est quand même. Je dirais tous ces financements ou autres, c'est quand même un cadeau de temps en temps un peu piégeux pour pas dire autre chose parce que voilà, il y a une dynamique qui est super, mais après on sait aussi qu'il y a des limites et les limites, voilà, vous nous en donnez là qu'on a remonté. Bon, après, quand je dis on, c'est agence compris, hein. C'est pas le GCS par rapport aux tutelles au sens très large. Après, voilà, c'est la priorité des priorités. Il y a une dynamique en cours au niveau national et de temps en temps, on va dire qu'ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas forcément toujours, quoi. Mais bon, voilà, en l'occurrence, on essaye de faire le moins mal possible. Mais c'est vrai que c'est une vraie préoccupation, effectivement, ce côté gestion de ressources. Et puis surtout, à un moment donné, ce qu'on espère, c'est que ce qu'on fait va rendre service et va amener des choses dans le lien avec l'ensemble des professionnels et puis entre les professionnels. Et c'est vrai que ce qui serait super dommage, c'est qu'à un moment donné, quand ça aura bien démarré, bien parti, qu'on se retrouve en culotte courte et parce que voilà, je pense que ça va mettre moins de temps à déconstruire qu'on va mettre de temps à construire, quoi. Je suis totalement d'accord. Tout à fait. Merci Olivier. Passer au point suivant. Donc le budget prévisionnel. Bon, je vous propose pas de tout rebalayer. Vous l'aviez dans les pièces, envoyées avec les convocations. Globalement, je dirais pas trop de. Contrairement à l'année dernière où il y avait eu une grosse marche entre l'année N-1 et voilà, on verra tout à l'heure au bout, on est dans les mêmes ordres de grandeur en budget prévisionnel global. En termes de fonctionnement, on est ISO, c'est-à-dire que c'est bien l'engagement aussi qu'on avait pris par rapport à l'agence. C'est-à-dire qu'on a eu, il y a 2 ans, au moment de la négociation du CEPOM, voilà, on s'est mis d'accord sur une cible en termes budgétaires, nous permettant justement d'absorber tout ce qui allait nous arriver en termes de locaux, enfin, tout ce qu'on savait qu'allait nous arriver à l'époque. Depuis, il y a eu quelques changements, mais voilà, on est assez stable. Et puis après, c'est plutôt projet par projet ou service par service. Et là aussi, c'est globalement cadré dans notre CEPOM avec l'agence. Et même si on sait bien que c'est du FIR, c'est annuel, que c'est toujours difficile d'avoir des engagements pluriannuels, actuellement, la relation est suffisamment saine et de confiance pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude et que tout le monde y retrouve ses petits. Donc voilà, c'est découpé par domaine, vous avez eu. Et donc les gros, il y a les nouveaux projets ou services où voilà, on est autour de la cybersécurité parce qu'on a enfin recruté notre responsable sécurité qui quand même, pour la petite histoire, vient de Toulouse. Donc preuve qu'en Normandie, on est quand même attractif et qui fait bon, malgré ce qu'on peut dire. L'Identito avec justement tout ce qui se structure en termes avec Normandie, Identito Vigilance. Donc ça, c'est des éléments qui n'existaient pas dans les années précédentes, ou en tout cas pas dans ces dimensions-là. Donc l'échange et partage, ça, voilà, c'est la continuité.
Toute la partie, effectivement, parcours télémédecine, là aussi, on est plutôt dans la continuité. La partie Ségur, où là, non, c'est pas la continuité, parce que c'est quand même quelque chose qui nous est arrivé entre deux. Donc, il y avait quelques éléments sur 2021 en termes de ressources. Là, ce qui est prévu est d'une autre dimension. Et puis, dans les autres projets, juste une remarque positive. Vous allez dire, je dis que du bien de l'ARS aujourd'hui, mais parmi les choses, malgré tout, quand l'année dernière, on en avait discuté, à partir du 1er janvier, on a réintégré les ressources de maintien en condition opérationnelle de RAMU, donc le S6 SAMU, et où, même si l'agence ne pouvait pas l'écrire, entre autres par la voix de Yann Lequier, s'était engagé à ce que économiquement, ça n'impacte pas le GCS et qu'en fonction des projets, s'il y avait besoin on va dire, de compléter pour permettre d'équilibrer le RAMU. Ça a été le cas cette année. Voilà, il y a eu 0 question. Voilà, ils n'ont pas pu l'écrire parce que c'est difficile, mais dans la pratique, c'est le cas. Je suis confiant pour les années à venir, sachant que le choix d'un SI SAMU normand apparaît de plus en plus pertinent de jour en jour au regard du projet national. Et donc voilà, donc je vous disais, voilà, on est dans les mêmes eaux, hein, puisque sur un budget prévisionnel autour de 11 millions, l'année dernière il était autour de 12. Est-ce que vous avez des remarques? Non. Je vais passer au vote. Qui est contre? Abstention. Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin. Est-ce que vous avez des questions diverses, des remarques? C'était très réglementaire, on va dire, cet AG-là. Voilà. Oui. Ouais. Le micro arrive. Je suis certainement à côté de la plaque parce que j'ai mal suivi les choses, étant donné. Pardon. Marie-Charlotte Ménard pour l'EHPAD Mathilde de Normandie du CCAS de la ville de Caen. Je pense qu'on n'a pas été les seuls, mais on a été saisis par l'autorité de la concurrence en début d'année. Et voilà, je voulais juste avoir des suites, des explications. Enfin, il n'y avait aucun souci pour nous. On a pu répondre, mais voilà, si les éclairages ont peut-être déjà été apportés. Et j'ai peut-être loupé des choses, mais c'était l'occasion. Pardon. Non, je ne pense pas que les éclairages ont été apportés. C'est compliqué, c'est politiquement correct là. Il va falloir qu'on trie dans le compte rendu après. Alors, non, mais peut-être rappeler l'histoire, le contexte, le pourquoi. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre d'industriels. Un en particulier avec qui on avait déjà eu en région un certain nombre d'échanges où c'était une fois sur deux, ils attaquaient l'ARS, une fois sur deux, ils attaquaient le GCS, mais ça restait, on va dire, local. Et les réponses qu'on leur a apportées, mais pas que nous, hein, d'autres régions les ont pas complètement satisfaits, et donc ils se sont groupés à plusieurs pour aller donc au niveau de l'autorité de la concurrence, donc qui est une juridiction un petit peu particulière, hein, qui est la traduction dans le droit français d'une instruction européenne, sur le fait de dire que globalement les structures comme les nôtres, les grades, donc ils ont fait la démarche sur tous les grades de France. À part les dom-tom, ils ont dû oublier que les dom-tom c'était la France aussi, donc eux, ils n'ont pas eu droit, mais sinon tous les grades de France ont eu droit à cette démarche-là. Donc nous, on a eu une demande d'information, puisque pour l'instant on en est à la demande d'information de l'autorité de la concurrence. Le fil rouge de ça, c'est globalement, l'Europe considère que tout est marché. Et donc sur cette démarche-là, considère que, en tout cas, ces acteurs-là ont considéré que le monde de la santé était un marché comme un autre. Ça, c'est une chose qu'on pourrait discuter, mais et que des structures comme les nôtres tordaient complètement la concurrence, et que globalement, on était hégémonique, voire limite dictatorial au niveau régional. Nous étions monopolistiques. Donc, voilà. Et que tout ça se faisait, même si là, il ne l'attaquait pas comme ça, c'était comme ça avant, un peu dans les courriers, se faisait avec
avec en sous-main forcément l'agence et puis l'État derrière tout ça. Et donc, nous ont demandé plein d'explications, etc., sachant que c'est des choses qui peuvent aller très très loin en termes de procédure derrière, c'est des choses qui peuvent durer des années et des années, quoi. Et en parallèle, ils ont du coup fait la même chose, ils vous ont demandé, un certain nombre d'entre vous au niveau des EHPAD ont reçu, puisque le plaignant initial, en fait, son périmètre d'intervention, c'est vraiment les EHPAD. Et donc, ils ont aussi interrogé un certain nombre d'EHPAD partout en France. Certains d'entre vous sont venus nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez nous aider à compléter tout ça. Notre avocat nous a dit surtout pas, surtout pas. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Voilà. Et nous, la réponse qu'on a apportée en termes de, voilà, c'est de dire, on fait pas le même métier, c'est-à-dire qu'on fait pas de la télémédecine pour de la télémédecine, on fait pas, on est premièrement un outil de mutualisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a passé des marchés, on a bien mis en concurrence, et on le fait pour nos adhérents. Et on n'oblige aucun de nos adhérents à utiliser les solutions régionales. C'est qu'elles ont été co-construites avec vous et que si vous les utilisez, c'est qu'elles doivent, bon an, mal an, plutôt répondre aux besoins. Donc ça, c'est le premier élément de réponse qu'on a apporté. Et puis surtout, le deuxième, c'est que la télémédecine n'est qu'un moyen au service du parcours et que ce qu'on met en place, nous, ce n'est pas un service de télémédecine, mais c'est un système d'information régional mutualisé, urbanisé, dont la télémédecine est un des éléments. Et que dans l'absolu, rien n'empêche une solution X ou Y de pouvoir s'interfacer, s'interopérer. Sauf que dans la vraie vie, leur modèle économique fait que s'ils peuvent complètement rentrer à tel ou tel endroit, ils le font. Certains réfléchissent un peu autrement aujourd'hui. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, ce qui n'était pas forcément le cas avec eux, parce qu'on a beaucoup travaillé il y a quelques années et ce n'était pas si simple que ça. Aujourd'hui, la solution régionale est interopérable avec OPI médical. Ça veut dire que s'il y a une vraie volonté d'un éditeur de vouloir le faire, c'est possible. La seule chose, parce qu'il y en a plein qui nous interrogent, c'est que moi, je travaille que pour mes adhérents. C'est-à-dire que je ne vais pas de mon propre chef aller m'interopérer avec X ou Y ou Z pour qu'ils prennent des parts de marché, parce que ce n'est pas mon job. Mais par contre, si à un moment donné, il y a un éditeur qui est dans une dynamique de vouloir vraiment être collaboratif et surtout, parce que c'est ça, là, avec OPI, ils étaient présents à certains endroits. Le but du jeu, c'est pas de prendre la place de la plateforme dans des structures hospitalières, c'est de dire la plateforme régionale, elle est utilisée dans les structures hospitalières, comment on peut discuter avec, et que d'un côté, il y ait la structure régionale et de l'autre côté, il y ait le prestataire. Donc s'il y en a d'autres qui souhaitent le faire dans cette démarche-là, et qu'à partir du moment où c'est pas eux qui m'appellent, mais que ça passe, que c'est un besoin de mes adhérents, qui dit mais, dit qu'il faut que ce soit mutualisé quand même, c'est-à-dire que ça ne répond pas qu'à un seul sur les 400 adhérents, mais c'est le genre de choses qu'on sait faire, qu'on a fait, et sur lequel on n'est pas contre. Voilà, c'est la réponse globalement qu'on a fait à l'autorité de la concurrence. Alors ça devait être super pressé au début, parce que c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle, un ferré, etc. Machin. Bon, ça fait, en définitive, ils nous ont réécrit en septembre. On leur avait demandé, parce on leur a donné, ça a été très très chronophage et ça a coûté quand même un peu d'argent tout ça. On leur a fourni tous les marchés, tous les budgets, il y a des tas de choses où, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de leur refuser. L'autorité de la concurrence demande quelque chose, même si on trouve que c'est débile, on n'a pas le droit de leur dire c'est débile, on doit leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc, sinon, on peut avoir quelques soucis. Alors moi, j'ai la chance, c'est que le responsable juridique de la structure, c'est pas moi, mais bon, en l'occurrence, on a fait le job quand même. Et on avait demandé, il y a des choses pour nous, ça relevait du secret industriel, et donc on leur avait demandé, il y a un article, etc., de caviarder un peu un certain nombre de choses. Et donc ils nous ont répondu en septembre que oui, ok, ils avaient accepté cette demande-là. Donc ça veut dire que c'est toujours en cours. On n'entend pas trop parler, mais c'est toujours en cours, et donc ça concerne tous les grades de France, pas seulement la Normandie. Autre question là-bas, de l'autre côté. GRAD, c'est Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-santé. Francis Breuil, DSI du GHT Centre-Manche. J'avais deux questions, Olivier. La première, les tableaux de bord et indicateurs des usages des services fournis par le GCS, tu nous en faisais état lors des assemblées générales. Là, tu n'as pas sorti ces indicateurs, ils sont sur le site internet du GCS. Ouais, c'est-à-dire vous recevez, alors avant vous receviez une version PDF que moi j'aimais beaucoup, j'aimais bien ma version PDF, je suis un
vieux conservateur avec ses habitudes, mais bon, la com m'a dit que c'est pas comme ça qu'on faisait maintenant. Donc vous recevez toujours le SA tous les mois avec un lien où vous pouvez aller sur le site, et donc du coup ce lien est disponible tout le temps avec le suivi effectivement de tous les usages et le nombre de connexions, le nombre d'eux, etc. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième, parce que je pense que c'est un peu ça qu'il y a derrière aussi. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y a c'est Yannick qui a été mis sur le sujet de justement tout ce qui est un peu, on va dire, reporting et tout ce qui est lié au décisionnel, etc. Et donc, on travaille aujourd'hui avec les deux CHU pour essayer de structurer des choses, et après, vous le faire avec tout le monde pour que vous puissiez avoir un accès direct à l'outil décisionnel régional, pour que vous puissiez être autonome sur ce genre de sujet-là. Ça fait longtemps qu'on vous le promet, et puis on n'a pas eu ni le temps, ni techniquement, il y avait des problèmes. Là, on y est, en tout cas, on l'espère. Et donc, ça fait partie d'un autre élément de réponse. De façon globale, c'est le SA, c'est disponible tout le temps sur. On mettra le lien dans le compte rendu, par exemple. Et puis après, à titre de votre activité à vous, on y travaille pour enfin vous mettre ça à disposition. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de services en devenir et qui sont portés par le GCS. Moi, ma question, on a pu le constater avec les échanges ce matin durant les ateliers que tu nous as permis d'avoir, c'est l'interop. C'est le souci majeur. Et quelle est l'action aujourd'hui? Quelle est la capacité du GCS Normandie Santé à intervenir sur cette interopérabilité de tous les outils à notre disposition? Aujourd'hui, le SAS, Normuni, le ROR, le FINES, le RPPS, ils sont autant d'applications sur lesquelles nous sommes tous plus ou moins sollicités en fonction de nos rôles pour garantir que l'information qui y est, elle est intègre, qu'elle est à jour. On a de plus en plus d'actions en interne, en tout cas au niveau des établissements de santé, pour que ces référentiels soient à jour. Et on voit beaucoup de difficultés autour de l'interop. Les outils sont pensés sans qu'on vienne les interopérabiliser, les alimenter à partir d'autres outils déjà existants. Est-ce que le GCS il a un devoir de conseil là-dessus? C'est même, je dirais, au cœur effectivement, de nos missions. Alors, un des moyens, ça a été l'accord cadre d'échange et partage, où dedans, il y a la possibilité, soit pour le régional de venir consolider des choses faites au niveau territorial, soit pour une structure qui ne serait pas rattachée. Donc là, je vais prendre deux exemples. Rattaché en cours de déploiement, on verra cet après-midi, que ce soit par exemple Le Havre, Caen ou Rouen, où là, on vient consolider. Donc l'interopérabilité, elle se fait, on va dire, du territoire vers le régional, et c'est nous qui sommes, on va dire, à la manœuvre, on va dire, pour mettre ça en musique. Et puis après, il y a aussi des structures, donc là je vais prendre Becquerel par exemple, qui se raccrochent pas à un niveau territorial, et qui du coup vient travailler, nourrir le régional, et où là on est sur des chantiers directs. Donc ça fait partie effectivement de nos chantiers, de nos prérogatives. Aujourd'hui, donc dans les recrutements, aujourd'hui, il y a une personne qui s'occupe de ça à 100% chez nous, c'est Thomas. On a prévu un deuxième recrutement parce que effectivement, c'est quelque chose qui est très impactant, chronophage. Et là où Thomas en ce moment vient vous embêter tous un peu les uns les autres par rapport à ça, c'est on essaye de trouver on va dire des prétextes parce que faire de l'interop pour faire de l'interop, ça pas forcément, voilà. Ce qui nous amène à tirer tout ça, c'est, alors effectivement, le projet Échange et Partage, e-parcours, etc. On y reviendra cet après-midi. Et puis, depuis déjà quelques temps, il y a des choses qui avancent quand même pas mal autour du DCC, donc dossier communicant de cancérologie, et puis du DPP, le dossier partagé de périnatalité, où là, il y a déjà des choses qui sont faites, et systématiquement, on se contraint à deux choses. Déjà, on fait que dans le cadre d'interop et pas à côté, parce que on n'est pas là pour. Si on fait du à façon à chaque fois, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est de le penser en se disant, une fois qu'on l'a fait pour le DCC ou le DPP, c'est les mêmes, en tout cas en termes de flux. Après, les process ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est les mêmes flux qu'on va mettre en œuvre sur d'autres usages pour pouvoir généraliser. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et clairement, effectivement, c'est entre autres pour ça qu'on va recruter une personne de plus, parce qu'on voit bien que c'est au cœur de tout ça. Donc oui, on est là pour. Vous pouvez nous solliciter pour ces sujets-là. En sachant que sur Saint-Lô, par exemple, avec le DPP, ça avait bien fonctionné et bien avancé. Après, les chantiers sont vastes.
suggestion vis-à-vis des informations que vous pourriez nous fournir sur cette cartographie de l'interop, parce que ça devient extrêmement compliqué. Et on a nous-mêmes des référentiels dans nos établissements respectifs qui sont chargés de garantir que l'information qui concerne l'établissement dans ces différents outils est intègre, et que parfois on doit agir, on doit nous-mêmes être sur de l'information, et qu'on ne sait pas trop où la toucher. C'est-à-dire que les sources d'information sont tellement diverses et variées, le Finesse qui alimente l'Aurore qui alimente le SAS ou Normuni demain. C'est autant c'est une cartographie complexe, de plus en plus complexe, parce qu'il y a de plus en plus d'outils. Ça me semblera intéressant quand même qu'on ait une vision de cette interop, au moins pour certains acteurs du GCS. En tout cas, l'objet, la cible, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est de se dire, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a une multitude de joueurs. En plus, il y a des choses qui sont plus, voilà, le finesse, voilà. En plus, il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. Et donc, l'idée globalement, c'est quand même bien que ce soit, le référentiel régional, ça reste l'Aurore, d'accord? Sachant que ce qu'on essaye de mettre en place en région, et donc avec, pour être politiquement correct, on appelle ça le proxy Aurore, mais c'est d'être en capacité, du coup, d'interagir soit avec nos propres systèmes d'information, soit potentiellement avec les vôtres. Et ce sur quoi on travaille, mais on est au début, hein, c'est de pouvoir, par exemple, mettre à disposition les données du ROR, que vous puissiez venir les interroger par web service, ce genre de choses-là. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut que le référentiel il soit un peu unique. Et l'avantage de dire on est centré sur le ROR, c'est que c'est lui qui fait le taf, justement, et récupérer les référentiels nationaux et potentiellement de les peupler aussi. C'est-à-dire que c'est à partir du ROR que ça alimente santé.fr, c'est le ROR qui alimente, et santé.fr, c'est ce qui est utilisé pour le SAS, etc. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête que le nœud, on va dire, de tout ça, ça reste l'Aurore et le proxy Aurore qu'on est en train de mettre en place pour essayer justement d'interagir avec vous sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas simple, parce qu'après, au-delà de ça, d'avoir un référentiel unique, ce qu'il faut surtout qu'on travaille, et c'est ce qu'on essaye, c'est comment on l'alimente, parce que si c'est un référentiel dont la donnée est utilisée par personne dans le quotidien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne et c'est même pas la peine de la récupérer, quoi. Donc voilà, au-delà de l'aspect technique et interopérabilité, c'est quelle est la qualité de la donnée et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit la meilleure possible et donc utilisée dans le quotidien de quelqu'un, quoi. Et oui, il y a de vastes sujets là-dessus. Le sujet est vendu. Plus de questions? Pas de questions diverses. Et donc, les dernières slides. L'évolution de l'identité graphique, vu un peu simplifier le logo en termes de couleur. Voilà. Alors, l'idée, c'est pareil, hein, vous connaissez, hein, c'est mon côté conservateur ou autre, pas forcément super fan. Voilà, après, il y a des jeunes qui me disent que je suis vieux. Donc, non, l'idée, effectivement, ce qui est clair, c'est que le logo initial, alors qui sera toujours le logo en lui-même, coloré ou autre, pris lui, dans certains contextes, en dehors soit des supports, des chartes ou ce genre de choses-là, était pertinent et toujours pertinent. Par contre, force est de constater, c'est que quand on essayait de le mettre dans des supports, on va dire, un peu travaillés, PowerPoint ou autre, la charte avec toutes les couleurs était quand même relativement difficile. Donc l'idée, ça a été de pouvoir avoir une déclinaison sans perdre notre identité et notre âme autour de ça pour pouvoir le décliner sur des supports plus jeunes, ça doit être ça. Et donc voilà ce qui a été choisi et validé par le comité exécutif lors de la dernière réunion. Voilà, voilà. Une opinion? Un avis? Un peu? Ça fait un peu labo. Layette. Layette? Ouh. Bon, on peut pas avoir bon tout le temps. Un, deux. Non. Ah, si j'étais très malhonnête, je pourrais. Quoi? Je l'ai bien vendu? Non? Oh, putain.
Olivier, vous avez dit je suis un vieux conservateur. C'est vrai que je suis un vieux conservateur, mais ça n'empêche pas qu'ils ont réussi à me décider. Bon, il y avait d'autres propositions, mais qui étaient sur des tons parfois pas forcément très. Voilà. Allez-y. Avec la MNH et qui s'appelle NES, N-E-H-S. Ouais, Ça fait un peu confusion quand même. Ouais, il est venu nous piquer le nom, ça c'est clair. Ah non, on l'avait avant. On l'avait avant. Après, alors, leur argument, alors moi, du coup, je dis pas NES, moi. Je dis NEHS. Alors, eux, le H, quand on a été grogné sur leur stand, c'était à Centre Expo, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, mais nous, c'est le H de humain. On ne va pas s'entendre longtemps, du coup. Ouais, mais après, bon, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais faut qu'on se débrouille pour qu'ils mettent la clé sous la porte, non? Ça marche pas, ça? Bon. Ils changeront bientôt de nom, ou c'est vrai qu'ils ont changé de nom plusieurs fois. Bon. Alors, c'est bien. J'allais dire enfin une bonne nouvelle, c'est pas sympa pour eux, ça, par contre. Mais... Ok, merci. D'autres questions? Non, sinon, on va passer au côté festif. Ça fait du bien d'organiser une journée. Je salue au passage toutes les équipes du GCS qui ont organisé cette journée. Et rappelez-vous, dans notre précédente AG, on vous avait dit, avec le Covid, qu'est-ce qu'on fait? On fait que du présentiel, on revient comme avant, ou alors on fait que du distanciel en visio. Et j'imagine que comme moi, les visios, parfois, vous commencez aussi un petit peu à en avoir assez parce que ça densifie quand même le travail, puisqu'on n'a plus de temps mort entre 2 visios. Parfois, certains d'entre vous font peut-être 2 visios en même temps, tout en paraissant suffisamment concentrés pour que ça ne se voit pas. Donc, on a décidé, au travers de cet AG un peu plus, on va dire, sur des sujets statutaires, d'en profiter pour faire des ateliers pour se revoir depuis juin 2020 où on ne s'était pas revu, je crois, la précédente AG qui était en présentiel. En fin d'année 2020, on l'avait fait en visio. Bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et quitte aujourd'hui à faire une AG un peu souple, un peu sur ces thématiques projets, c'est de se dire, on va faire aussi des ateliers, et puis ça fait du bien de se revoir, et puis d'échanger et de discuter. Donc merci aux équipes du GCS qui ont organisé cette journée. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît, puis ça va continuer. Et puis voilà, petit côté festif, un petit coup à manger, un petit coup à boire. C'est au premier. C'est au premier. Voilà. Donc, voilà. Et puis du coup, rendez-vous pour cet après-midi. Le premier retour d'expérience, c'est la cyber, c'est ça? Et c'est à quelle heure? Je sais plus, 14h? 14h. Voilà. Donc, essaye de tenir le timing. Merci à vous.